Salut à tous et salut à toutes, bienvenue au festival Geek Life Le Mans dans notre espace conférence Geek Life Festival et Radio Alpa. Nouveau rendez-vous pour parler ensemble du manga, de la série, de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure avec Beaumasque. Est-ce que je l'ai bien dit, Beaumasque ? Et tu l'as bien mis. Est-ce que tu pourras parler très proche de ton micro, Beaumasque ? Là, c'est mieux ? C'est parfait. Là, c'est parfait. Bien dedans, comme ça, bien comme il faut. Là. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre conférencier star, Beaumasque. Merci. Avant de commencer, Beaumasque, on va parler de ton rapport avec cette œuvre JoJo's Bizarre Adventures en speed. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? JoJo's, tu m'as dit, pour moi, c'est une religion. C'est exactement ça. C'est une religion que j'ai découvert tardivement, sur les coups de 2014. Un peu comme la plupart des fans en France et dans le monde entier. J'ai un problème avec le micro, c'est ça ? Parle dedans, en fait, c'est pas... Voilà. Ouais, ok, d'accord. J'ai un problème avec les micros, désolé. Et c'est vraiment devenu pour moi une passion, mais vraiment quelque chose auquel je pense tous les jours, parce que je trouve que ce qu'a fait Araki sur cette série est brillant, c'est une œuvre riche, dense. Alors j'imagine que dans la salle il y a des fans de JoJo. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas JoJo tant qu'à faire ? Parfait, voilà. On va pouvoir... Ne me jugez pas parce que je sais que les fans de JoJo sont assez hardcore là-dessus. Mais je vais essayer quand même de vous apprendre certains trucs. Alors pour commencer, et pour les gens qui sont parmi nous, qui ne connaissent pas du tout JoJo's Bizarre Adventures, qui nous écoutent en podcast, qui nous écoutent sur Radio Alpa, JoJo's, qu'est-ce que c'est, Beaumasque ? Alors, désolé pour mon japonais, Jojo no Kiyamono Boken, donc JoJo's Bizarre Adventure, c'est une série qui a commencé dans les années 80, en 1986 précisément, dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump. Alors, on va peut-être définir vite fait ce que c'est. Allons-y. C'est une sorte de magazine qui sort hebdomadairement, une sorte de journal de Mickey, Spirou ou Pilote, où chaque semaine des mangaka publient un épisode de leur série. Et c'est assez gros, c'est un peu imprimé sur du mauvais papier, c'est une sorte de page jaune du manga en fait. C'est ce qu'on appelle de la pré-publication. Il y a un épisode qui sort dans chaque bouquin. Il y a plusieurs épisodes de plein de séries. Et nous, ce qu'on connaît en manga, par exemple, prenons Dragon Ball, ce sont des collections de différents épisodes publiés d'abord dans des magazines comme ça au Japon. C'est ça, exactement. Et pour le coup, JoJo, quand il commence dans les années 80, il sort en même temps que plein de séries cultes, comme Senseiya, Dragon Ball, Ken le Survivant, et j'en passe. Des séries que toi, Matt, tu es très vieux. Tu les as connus dans les années 90 via des animés, mais JoJo, t'en as entendu parler que récemment, j'imagine. JoJo, j'en ai entendu parler de loin et que récemment, en effet. Alors que pourtant, au Japon, c'est une œuvre culte. Alors, une œuvre quand même beaucoup moins importante que Dragon Ball et compagnie, mais qui a eu un fort impact. Et c'est étonnant de voir, mais on va expliquer pourquoi, c'est étonnant de voir que cette série a explosé mondialement que dans les années 2000-2010. M'autorises-tu à te mettre en difficulté, mon petit Beaumasque ? Donc. Tu dis que j'ai pas entendu parler de cette série avant récemment. Je connais les séries que tu as citées, Dragon Ball, Senseiya, Ken le Survivant, par les animés qui passaient dans le Club Dorothée. C'est ça. Est-ce qu'il y a une série animée de JoJo's aussi qui m'aurait permis de connaître cette série ? Eh bien écoute, justement dans les années 90, il y avait quand même un jeu vidéo fait par Capcom quand même, qui a quand même permis de convertir pas mal de gens à l'époque, et il y a eu des OAV. Il n'y a pas eu de série animée parce que le souci c'est que JoJo c'est une œuvre... C'est quoi un OAV ? Un OAV c'est des films de 40 minutes à peu près, c'est assez variable. Et pour le coup, c'est des longs épisodes de dessin animé en fait. Voilà, c'est des longs épisodes de dessin animé où vraiment ils travaillent à fond l'animation. C'est pas comme Dragon Ball où l'idée c'est de produire un maximum d'épisodes pour remplir la télé. Là, c'est vraiment pour les fans. Et pour le coup, les OAV qu'ils avaient fait à l'époque, ça adaptait uniquement que la partie la plus populaire de JoJo qui est Stardust Crusaders. Alors avant de parler des chapitres du titre que tu as cité, de quoi ça parle, JoJo's ? Alors, voilà, c'est comme on le dit. Alors c'est complexe, nous soufflotons dans la salle. Alors imaginons que je sois complètement profane. Je suis complètement profane. Moi, ce que je sais et ce que j'ai cru comprendre sur la série, c'est qu'il y a différents cycles, qu'à chaque cycle est attaché un personnage et qu'ils ont un lien de parenté, c'est ça ? C'est ça. En fait, JoJo, c'est pas une histoire, c'est 9 aventures.
Et 9 aventures, comme le titre le dit, c'est des aventures très étranges, très, très spéciales. Et on va suivre une lignée, la famille Joestar. Et toute l'idée, c'est que la série est divisée en 8, bientôt 9 parties. Parce oui, que c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Il y a une actu sur JoJo's. En 2023, le 9e cycle commence le mois prochain. Le mois prochain, en février, commence du coup la partie 9 qui va s'appeler The JoJo Lands. Et on commence à avoir quelques images. On a notamment une image de ce qu'on suppose être le nouveau JoJo. Parce que la particularité de JoJo, c'est que du coup, tous les personnages s'appellent JoJo. Pourquoi ? Parce que c'est la famille Joestar et chaque personnage va avoir un nom qui commence par Joe. Par exemple, le premier Jojo va s'appeler Jonathan Joestar. Son petit-fils va s'appeler Joseph Joestar. On va avoir après des cas particuliers parce que forcément une famille, au bout d'un moment, tu changes de nom de famille parce que ta femme a épousé, enfin ta fille a épousé un autre mari. Et donc on va avoir des Jojo qui vont s'appeler Kujo. Mais on va toujours garder cette idée que cette répétition de la syllabe Joe dans le prénom ou le nom de famille, avec des particularités. Par exemple, Araki, qui est donc l'auteur de Jojo, va parfois s'amuser un peu avec son pays. Le japonais, c'est écrit avec des kanji. Et par exemple, Josuke Ishigitaka, je me suis peut-être trompé. Pour le coup, on ne retrouve pas la syllabe Jo. Pourquoi ? Parce que Josuke en kanji, le suke peut se lire Jo. Voilà, tout simplement Jojo. Donc Josuke, c'est un personnage de JoJo's. On va y revenir. D'accord. Et en fait, ce que tu dis, c'est que ça sonne pas en français, ça sonne pas Jojo, mais si on l'écrit en japonais, c'est écrit Jojo en fait, c'est ça ? C'est ça, il faut le savoir. Et l'autre particularité, c'est que en fait, cette série, contrairement à pas mal d'autres, peut continuellement se renouveler. C'est ce qui est intéressant, c'est que chaque partie, on va suivre un nouveau personnage. Et l'aventure va adapter un nouveau genre cinématographique. Par exemple, la première partie... c'est ennuyant ces problèmes techniques, mais... parce que, oui, on a un petit problème de diffusion d'images, mais qui ne nous empêche pas de profiter de cette conférence en audio, donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc la première partie, Phantom Blood... Bon, au pire, je vais faire sans... la première partie, Phantom Blood, qui donc va se passer à la fin du 19e siècle en Angleterre. Ça va adapter un peu le genre horrifique, avec vraiment une histoire à la Dracula. La deuxième, Battle Tendency, on est avant la Seconde Guerre mondiale, donc on va avoir des nazis, et qui dit nazi dit esprit à la Indiana Jones, donc ça va être vraiment Indiana Jones qui fait du kung-fu. Partie 3, on est dans les années 80, donc non seulement on change de pays, de genre, mais aussi d'époque. C'est ce qui est très intéressant. Et la partie 3, pour le coup, ça va être une adaptation de Le Tour du Monde en 80 jours, avec un petit côté Senseiya. Tu te rappelles probablement de l'arc du Sanctuaire, ou les Chevaliers du Zodiac. Enfin non, c'est pas les Chevaliers du Zodiac. Oui, les Chevaliers, du coup les alliés de Seiya doivent traverser 12 temples qui sont liés aux 12 signes astrologiques. C'est ça, dans un temps imparti. Là, pour le coup, c'est un peu la même chose. Ils doivent sauver une personne en 40 jours. Et ils vont voyager à travers le monde. Et ainsi de suite, on va avoir une partie qui va être un thriller un peu en huis clos, vu qu'on va se concentrer sur une seule ville. On va avoir une partie qui va adapter, qui va être une partie sur la mafia. Une autre, ça va être carrément un western sportif. Et ainsi de suite. Une partie qui va se passer essentiellement dans une prison. Bref, on voyage tout le temps avec Jojo. On a toujours des surprises. Et Araki, du coup, lui, c'est vraiment une série où il peut s'amuser parce qu'il est jamais lassé. Du coup, Araki, l'auteur, lui, il s'amuse. C'est presque comme une série anthologique qui serait pilotée par Araki comme seul auteur de tout ça. Oui, voilà, il écrit, il dessine, il vit, il se plonge. Il est vraiment très investi parce que Araki, on va essayer de mettre une photo vite fait. Il est né dans les années 60, donc il a aujourd'hui 62 ans. Alors, hop. C'est moi, hop. Voilà, ça c'est Araki. On est d'accord, il ne les fait pas. Il y a tout un mème sur le fait Bel que homme, hein, il est en costard, il ressemble un peu à un Golden Boy. C'est ça, moi je lui donne 40 ans, tu vois. Ouais. C'est un vampire ce mec, et c'est un mec particulier. Si tu me permets, sauf si tu as d'autres questions vite fait sur le concept de Jojo, on peut parler vite fait aussi d'Araki. Allons-y. Donc Araki, ce qui en fait un auteur assez excentrique, c'est déjà il naît dans les années 60 au Japon. C'est une période...
assez changeante, ne serait-ce parce que là, les États-Unis ont quitté le Japon, les laissent un peu grandir économiquement et culturellement. Les années 60 au Japon, c'est 15 ans après les 2 bombes. Donc c'est un pays ça. qui a été aussi meurtri, blessé. Et blessé. Du coup, ça transpire dans la pop culture de cette époque-là aussi. C'est ça, et ils sont vraiment restreints pendant des années. Et là, pour le coup, le Japon peut s'ouvrir. On va avoir l'explosion du manga avec Osaku Tezuka, le papa du manga. Araki, pour le coup, ce qui est assez étonnant, c'est que lui, ses parents vont vraiment l'éduquer à l'occidental. C'est des Japonais pur dur. Mais en fait, il va même dire lui-même qu'il se sent parfois plus occidental que japonais. Il trouve que la gastronomie japonaise n'est pas folle. Lui, ce qu'il aime, c'est l'Italie, les États-Unis. Alors ne dites pas ça aux restaurateurs qui sont présents sur le salon Geek Life. Heureusement, ils sont de l'autre côté, ils ne nous entendent pas. Mais n'allez pas leur apporter. Et pour le coup, Araki, lui, dès l'enfance, en fait, il est pas tout de suite biberonné au manga. Son père lui fait lire du Jules Verne, il lui fait écouter du Beatles, du Elvis et compagnie. Bref, lui, c'est vraiment la culture européenne pure dure et surtout le cinéma. Il va notamment raconter que lui, il a énormément consommé de films, surtout de l'horreur parce que c'est ce qui lui passionne, mais beaucoup de western. Et un jour, il est allé voir Le Bon, la Brute et le Truand du plus grand réalisateur de tous les temps qui est Sergio Leone. Et il va avoir une claque, ce qui va donner notamment une passion pour Clint Eastwood. Ok. Et Clint Eastwood, du coup, personnage que vous pouvez voir au milieu qui est Jotaro, il est fortement inspiré de Clint. Clint qu'il a d'ailleurs rencontré il y a quelques années. Il lui a dédicacé, il lui a fait une peinture que vous pouvez voir ici. Et Clint, pour l'occasion, on peut enfin les lire les photos. Ça y est, ça marche les photos. On peut enfin nickel. regarder les images. Hop. Du coup, la position du personnage, il est debout, il a l'air de pointer le lecteur du doigt avec une attitude un petit peu provocante. C'est l'image que tu nous as montrée. Voilà, c'est ça. Donc Clint d'ailleurs va reprendre cette illustration. Il est vraiment très inspiré de tout ça. Et vraiment, il est passionné par l'ASF. Alien notamment va aussi être quelque chose qui va le passionner. Et durant l'adolescence, il va se mettre à dessiner. Il va avoir une passion pour le dessin. Il va commencer à lire énormément Ashita no Joe, qui est un manga culte au Japon sur la boxe. Aussi Babel 2, que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Et il va se dire, je vais en faire mon métier. Le souci, c'est que Araki n'a jamais été assistant de sa vie. Il a vraiment été autodidacte dans son village, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas été assistant ? Alors, parce que les mangaka, généralement, quand ils font leurs épisodes, ils ont une semaine pour produire 20 pages. Donc, généralement, ils ont des assistants pour les aider à faire les décors, les trucs les plus chiants. Moi, je dessine les bonhommes et toi, tu dessines les nuages. C'est ça. Et la plupart des mangaka ont été d'abord assistants. D'ailleurs, je vous recommande le manga et l'animé Bakuman, fait par les créateurs de Death Note, qui, justement, t'explique les coulisses du Shonen Jump. Et donc le magazine de prépublication dont on parlait tout à l'heure, Shonen Jump. Exactement, on s'y retrouve. Et pour le coup, le problème d'Araki, c'est que c'est quelqu'un qui copie énormément les dessins, mais il n'a jamais eu de formation comme pourrait l'avoir un assistant. Donc, quand il envoie ses premiers travaux, il n'a pas vraiment de retour. Il gagne quelques concours, mais les retours, c'est votre scénario est top. Vous avez vraiment un art pour le suspense. Et c'est quelque chose qu'il adore. Il cite souvent De Palma et Hitchcock. Mais par contre, vous dessinez comme un enfant. C'est vraiment affreux. Et c'est vrai que quand on le regarde, on est dans les années 80. Il a un énorme retard. Lui, il dessine comme dans les années 60. Donc il va essayer de progresser, travailler à sa façon. Et au bout d'un moment, en fait, il va en avoir ras-le-bol. Il va aller carrément au siège du Weekly Shonen Jump, qu'il a choisi pour l'anecdote parce qu'à la base il voulait aller dans un autre magazine, mais le bâtiment était tellement haut, tellement effrayant qu'il a préféré aller dans la petite boutique à côté qui était du coup le Weekly Shonen Jump. Et il va y aller, il va avoir du coup un mentor, Ryosuke Kabeshima, que je cite parce que c'est vraiment quelqu'un qui va le booster, qui va lui donner énormément d'idées. C'est un éditeur qui a fait une formation dans l'archéologie et qui, comme Araki, a énormément de passion et qui va le booster, qui va croire en lui tout de suite. Il va lui dire: tes dessins sont affreux, mais j'aime ton style et on a besoin, justement dans cette période où on crée plein de nouveaux genres à la Senseiya, Hokuto-no-Ken, on a besoin de styles un peu nouveaux. Araki, on va lui reprocher par la suite d'essayer de copier un peu d'ailleurs Ken le Survivant.
C'est plus, je pense, une pression des éditeurs de l'époque en mode vas-y, il faut faire quelque chose comme ça parce que c'est ce qui fonctionne. City Hunter et compagnie, c'est des mecs assez baraqués et il va trouver son style définitif au cours des années. Mais bref, il va commencer à faire plusieurs mangas. Voilà, d'ailleurs, là vous pouvez voir son éditeur. Il va commencer à avoir une première série qui s'appelle Magical BT. Alors le personnage principal ressemble beaucoup à un personnage qui arrivera par la suite, qui est Dio, et effectivement le principe de la série, c'est qu'on suit un garçon diabolique. Tu dis il ressemble à un autre personnage de la série, on a une sorte de JoJo's épisode 0 en fait. En fait, tout ce qu'on va voir là, c'est vraiment c'est le ciment toutes les idées des idées qu'il va balancer, qui vont donner par la suite Jojo. Magical BT, d'ailleurs, on peut reconnaître un peu vite fait dans le style visuel des gimmicks qu'il va retrouver dans ses mangas, par exemple les petites flèches qu'on voit. Le manga, il va avoir que 6 épisodes, il va être vite annulé parce que, bon, déjà, pour l'avoir lu, c'est vraiment pas fou. Du coup, on suit un garçon qui va résoudre des énigmes à la Sherlock Holmes. Une autre inspiration, des nombreuses inspirations d'Araki, sauf que dans le Shonen Jump, le gamin il correspond pas du tout au style du Jump à l'époque. On veut pas un gamin diabolique. Pour vous dire, dans le premier chapitre officiel, il enseigne aux gamins à capturer une guêpe pour justement pousser, pour ensuite que la guêpe pique leurs camarades. C'est assez violent. Une guêpe domestique. Une guêpe domestique, ouais. C'est une bonne idée. Et carrément, le gamin poignarde pas d'autres enfants, mais on n'est pas loin, quoi. Bref, au bout de 6 épisodes, alors qu'il commence à créer un univers, c'est annulé. Il va pas se décourager. Il va décider de partir sur un autre genre. Alors, au passage, les premiers mangas qu'il a fait, aussi beaucoup de one-shot, sont très axés western. Mais il va vite oublier le truc, parce que le souci, c'est qu'il a un style beaucoup plus européen, beaucoup plus américain que... toutes ces séries sont très exotiques. Ça se passe beaucoup... au Japon, lui il propose d'autres univers. Ça va être sa force et sa faiblesse au début. Tu dis il a un style très européen, il se concentre sur du western et ce genre de choses. Est-ce que du coup c'est des séries qui ont été exportées, qui sont arrivées en Occident, ou c'est des séries qui sont pour l'instant cantonnées à l'archipel japonaise? On les a eu tardivement, c'est l'année dernière je crois qu'on a pu avoir enfin ces one-shots et c'est vraiment des coffrets qui sont pour les fans d'Araki. C'est le succès de JoJo's qui a fait qu'on a découvert en Europe ces séries précédentes. Alors pour le cas de Bao, sa deuxième série, c'est un peu plus particulier parce que pour le coup Bao a eu carrément une adaptation animée qui a eu pas mal de succès. Bao, c'est d'ailleurs on peut retrouver sur la couverture déjà des premiers pas de Jojo Pose, mais on y reviendra un peu après. Bao, c'est une série à 9 épisodes, une mini-série vraiment complète, et c'est une série un peu de science-fiction, un petit côté Resident Evil je trouve, sur un gamin qui va être infecté par un parasite et qui va devoir détruire l'organisation qui lui a fait ça. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu depuis un moment. Je l'ai lu il y a quasi 10 ans, donc j'en ai pas vraiment de souvenirs. Mais c'est assez sympa, on retrouve son côté horrifique, son côté... il commence vraiment à orienter son style à de l'art martial, comme on peut retrouver dans pas mal de séries du Shonen Jump. Et ça va bien fonctionner. Il va même gagner pas mal d'argent avec ça. Hop, alors ça, voilà, c'est encore Bao. Il va du coup attaquer une deuxième série qui là pour le coup est très différente de ce qu'il a fait et ce qu'il va faire par la suite, qui est Gorgeous Siren, qui est pas un shoujo, mais en vrai on va suivre une femme, ce qui est assez rare pour le Shonen Jump à l'époque. Un shoujo c'est un manga pour filles. Voilà, Shonen exactement. c'est manga d'action, manga pour garçons. Voilà. Et shoujo plutôt manga typé public féminin. C'est ça, et il va faire 2 one-shots de Gorgeous Siren. Gorgeous Siren qui est vraiment plutôt cool. On va retrouver d'ailleurs certaines idées dans des parties futures, par exemple la partie sur la Golden Wing, la partie sur la mafia. En gros, c'est une tueuse à gages qui bosse pour la mafia et qui a une double personnalité. D'un côté, c'est une jeune fille fragile, toute mignonne, et quand elle se transforme, c'est une tueuse à gages vraiment... sanguinaire, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a des ongles qui lui permettent des ongles projectiles. Et c'est vraiment cool, mais c'est en fait Araki qui teste un peu ce que ça peut donner une série avec une femme. Aussi tester juste dessiner des nanas, tester un peu son style féminin, mais aussi il va tenter d'en faire une série un peu érotique, chose qui est plus ou moins acceptée dans les années 80, un peu moins par la suite. Bref, le souci c'est que toutes ces séries sont des échecs
Et Araki va profiter du succès de Bao pour faire un premier voyage en Europe. Son rêve. Il va aller du coup en Angleterre, ce qui va lui donner une idée, c'est d'axer son futur manga en Angleterre, parce qu'il a un coup de cœur, mais surtout en Italie, qui est son pays de cœur. C'est vraiment l'Italie, il aurait aimé y vivre. On a une validation dans la salle de ce que tu dis. Hein. C'est pour l'instant, voilà. Merci monsieur. Mais alors rassurez-vous, la France, ce serait probablement son deuxième pays préféré. Il y est souvent allé, on va y revenir par la suite. Mais donc en Italie, il va beaucoup faire de musées, visiter des églises, et il va tomber amoureux de pas mal de peintures, mais aussi des statues de la Renaissance. Et en fait, comme on peut le voir, ces statues de la Renaissance prennent des poses assez libérées, n'hésitent pas à donner un peu de la dynamique. Et il va se dire, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire dans mon manga, quoi. J'ai envie de casser les codes. Là où Hokuto no Ken, donc Ken le survivant, c'est des mecs très musclés qui sont très droits, quoi, vont prendre des poses d'arts martiaux. Lui, il a envie de reprendre des mecs à la Hokuto no Ken, mais qui vont faire des S avec leur corps, qui vont prendre des poses improbables pour donner de la dynamique, du style et se différencier. Vu que c'est ce qu'il recherche, lui. Pendant des années, et même très longtemps, il va essayer de trouver son propre style. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec Araki, c'est que même aujourd'hui, il ne se considère pas comme alors que pourtant il a inspiré plein de gens et il a vraiment créé son style. Vite fait, voilà, pour décrire en une ligne Araki, si du coup Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, c'était Steven Spielberg, Araki, ce serait David Lynch. Donc voilà, rapidement, Spielberg, c'est vraiment le mec donc on comprend rien à ce qu'il fait en fait, comme David Lynch, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est un peu ça, c'est un autre public, un peu plus... comment dire, on le connaît, il a son style, comme Lynch a un style très lynchien, on pourrait dire que Araki, c'est un style arakien, quoi. Alors que Toriyama, il a fait Dragon Ball, c'est la série que tout le monde connaît, c'est le blockbuster, mais Spielberg, c'est un peu plus compliqué de définir son style à lui, quoi. Bref. Il va revenir et donc il va s'attaquer à JoJo's Bizarre Adventure. Alors son idée directement, c'est de faire un héros qui est un héros anglais. Donc déjà, toujours rester sur le côté exotique de ses précédentes séries. Et c'est vrai que Araki, JoJo's, du coup la première série qui va s'appeler Phantom Blood, le début est un peu chiant. Vraiment, c'est les premiers chapitres, on a été à 2 doigts de l'annulation parce qu'en gros c'est un duel de bourges. Tu nous l'as bien vendu, merci. Voilà, c'est un duel de bourges anglais, c'est du coup Jonathan Joestar, qui est un noble anglais. Il va apprendre de son père qu'il va adopter un mec du ghetto, qui s'appelle Dio Bolando, donc d'origine italienne, et qui a un nom qui rappelle effectivement le guitariste Dio. Et Dio, c'est comme le héros de Magical BT, c'est une ordure. C'est une ordure qui est là pour une seule chose, l'héritage de George Joestar, le père de Jonathan. Et donc il va faire les beaux yeux à George Joestar, mais en parallèle, il va buter le chien de Jonathan, il va lui faire plein de crasses, et en fait Jonathan, c'est un mec tout doux, donc pendant les 6 premiers chapitres, il fait rien, quoi, il encaisse. Et le public du Jump, ils sont en mode, en fait, ton héros, il veut pas se défendre, il est chiant, quoi. Oui, d'autant que dans Shonen Jump, ils ont l'habitude à ce moment-là d'avoir plutôt des Goku, des Nicky Larson et compagnie. Ouais, c'est ça. Des Ken survivants. Araki, du coup, en fait, il va faire comprendre à ses lecteurs que c'est qu'un prologue, et là, on va avoir une ellipse, et là, en fait, Jonathan, il va faire 1m80, c'est une ellipse de 10 ans quasiment, il a 20 ans, il fait 1m90, il a des muscles disproportionnés, mais il reste quand même très intelligent, et là, va commencer la confrontation entre Dio et Jonathan. Le petit truc de Dio, c'est que Dio, entre-temps, il est devenu un vampire. et Jonathan est devenu un maître d'arts martiaux d'une technique qu'on va appeler l'onde. Alors je ne vais pas revenir en détail sur l'onde, c'est une sorte de technique de respiration qui lui permet de projeter un peu son énergie vitale tout en utilisant des arts martiaux. Et ça va être tout cet affrontement-là. C'est une histoire, l'intrigue est très simple, peut-être trop simple, mais il va pouvoir vraiment tester son style. Il va pouvoir notamment créer ce genre de, comme on peut le voir, en haut à droite de l'image, des petits caractères visuels qui vont être des sortes d'onomatopées qui peuvent moi je les rapprocherai un peu de, si vous connaissez le thème de Vendredi 13, le do. Voilà, c'est ce genre de truc pour donner pas mal de rythme à l'action, pour te faire comprendre directement que va y avoir une situation stressante et compagnie. Et bref, la première partie, ça va être du combat.
Et au bout d'un moment, il va en avoir un peu ras-le-bol, parce que le souci, c'est que en fait, Araki, lui, il est fan d'un personnage, c'est pas Jonathan, c'est Dio. Lui, il aime écrire Dio, c'est le personnage qui le fascine le plus. Et donc, il va décider de renverser la situation. Au lieu de rester sur Jonathan, il va d'un côté décider d'adapter la traversée du Déméter de Dracula, parce que forcément la première partie c'est du Dracula, c'est une adaptation libre de Dracula. La traversée de Déméter, c'est grossièrement c'est le bateau qui a emmené Dracula de la Roumanie jusqu'en Angleterre. Bateau qui est arrivé avec aucun survivant. Et donc il va adapter à sa façon ce cycle-là avec un dernier combat entre Jonathan et Dio. Et là, ellipse. Ce qui est assez drôle, c'est que la saga Castlevania qui a commencé en 86 va avoir la même idée que Araki. C'est partir du principe que Castlevania, ils affrontent constamment Dracula. Mais chaque génération, on va avoir un nouveau membre, un nouvel héros de la même lignée, qui donc là est la lignée... Belmont, merci. Idée qui revient aussi des films Dracula, parce que Peter Cushing a joué plusieurs fois Van Helsing, mais des fois ça va être le petit-fils de Van Helsing, mais toujours interprété donc par Peter. Et donc on va arriver à la partie 2, donc Battle Tendency, qui là va se passer 50 ans plus tard, avec un héros qui s'appelle Joseph Joestar. Attends, juste pour conclure, là tu parlais de Castlevania en 86. Ce début de JoJo's, on est en quelle année? JoJo's commence lui aussi en 86 du coup. Maintenant, j'ai pas vérifié, je t'avoue, lequel des deux a eu l'idée de reprendre ce concept de Dracula. Ce n'était pas ma question. Je ne voulais pas vous tourner sur ce terrain piégé, mon cher Beaumasque. Non, savoir du coup, là on a fait tout le préambule, les premières séries qu'il a fait où il a testé des concepts avec l'ordure, avec la jeune fille qui se battait, avec cette fameuse guêpe. Moi j'ai retenu l'idée de la guêpe qui attaquait ses camarades. On a vu du coup l'influence, son amour pour Londres et l'influence italienne. Et là du coup ça y est, on est en 86, JoJo s'est lancé et tout s'agglomère en fait dans cette série. C'est ça, il va tester plein de trucs. Alors là c'est la première saison va être un peu un échec, c'est la série qui va survivre petit à petit. Il va raconter son histoire et donc à partir de la partie 2, Battle Tendency, on a une ellipse, on a un nouveau Jojo qui ressemble énormément au premier, histoire de ne pas bousculer les lecteurs, sauf que du coup lui va s'appeler Joseph Joestar, on reste dans l'idée du héros qui s'appelle Jojo. Mais Joseph Joestar, c'est un autre délire. Là, cette fois, on est en Amérique et Joseph, il a plus le caractère de Magical Betty. C'est une crapule. C'est une crapule qui a du cœur, mais clairement, lui, on commence, il casse la gueule à un flic, il aide un criminel, il passe son temps à jurer et il est très fun à suivre. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur JoJo. C'est une bouffée d'air frais, comme toute cette partie où, en gros, il va se dire, allez, nouvelle ère, nouveau JoJo, on va pousser les potards à fond. Et là, vraiment, on va y aller. On va voyager dans plein de pays différents. On va avoir une histoire qui ne va jamais s'arrêter. Pour ma part, d'ailleurs, c'est ma partie préférée parce que vraiment, on est à fond partout. Il va encore plus exploiter ce qu'il a tenté dans la partie 1. Il va vraiment y aller à fond. Oui, puis il est libre. Il a bidé avec le premier cycle de JoJo's. Et donc là, il est aussi plus libre de tester de nouvelles choses. C'est ça, il va tester de nouvelles choses. Il va perdu pour perdu, autant pousser les trucs à fond, quoi. C'est ça, il va reprendre certains personnages de la partie 1 mais les mettre dans un autre contexte, va faire un parallèle assez étrange. Et du coup, on va partir vraiment dans un délire à la Indiana Jones avec un peu de kung-fu. Et le public va vraiment kiffer cette idée-là. Cette idée, on sent que lui aussi adore tout ça. Mais il va se dire au bout d'un moment, voilà, j'ai fini mon histoire, qu'est-ce que je fais ? Et son éditeur va lui dire, écoute, ce serait pas mal que tu conclues ta trilogie en faisant revenir Dio, comme dans les films Dracula, dans Castlevania. Tu fais revenir ton grand vilain avec justement un nouveau JoJo. Le truc, c'est que son éditeur va lui dire, écoute, ta technique d'arts martiaux, là, l'onde, qui était l'une des signatures de JoJo, c'est un peu chiant. On en a fait le tour, ce serait pas mal que tu crées autre chose. Alors il va cogiter 2 secondes et il va se dire en fait ce que je vais faire c'est je vais créer une nouvelle technique. Et attention là c'est un peu difficile à définir. Oui pardon, je vais revenir vite fait sur l'un des trucs qu'il a créé à cette époque-là. C'est je vais revenir sur Battle Tendency. Un truc important c'est les JoJo poses.
Et Jojo pose qui est un point fondamental dans son manga, une des signatures. C'est du coup des poses un peu improbables que vont prendre les personnages un peu à tout moment, dans des combats, dans la vie de tous les jours. Il va s'inspirer de pochettes d'albums, mais aussi de la mode. C'est un grand fan de mode, donc il va s'inspirer de tout ça. Forcément, vu que c'est de là qu'est né ces idées pour Jojo, des statues de la Renaissance, mais aussi deux illustrateurs de mode, donc Antonio Lopez. On peut reconnaître d'ailleurs, ça c'est un dessin d'Antonio Lopez, et je vous recommande si vous écoutez cette conférence en podcast d'aller checker sur Google. Le personnage principal qu'on voit là ressemble énormément au Jojo. Il reprend des poses qu'on peut retrouver dans les premiers chapitres et dans pas mal de bouquins. Donc Antonio Lopez va vraiment être une de ses inspirations, et donc c'est un auteur qui va vraiment jouer avec le corps, faire des poses surtout avec les mains, ce qui va fasciner Araki et les lecteurs. Il y en a un deuxième qui va l'intéresser, c'est... Attends, du coup, pourquoi c'est important les Jojo poses ? Jojo pose parce que du coup les fans vont vouloir reproduire ça, et ça va vraiment donner... c'est une gestuelle caractéristique en fait ? C'est une gestuelle et qui va donner vraiment une signature qui, comme les onomatopées, vont te dire ok, là on passe à quelque chose de sérieux. Si un mec commence à faire une Jojo pose, c'est qu'il va y avoir un combat ou que ça va conclure que le mec a gagné, quoi. C'est une sorte de pose de la victoire ou une pose pour défier ton ennemi. Il y a un autre artiste qui va l'inspirer là-dessus, c'est Tony Vermontes. Et vraiment, comme on va le voir, il va reprendre à fond ce concept-là. Donc à gauche de l'écran, c'est le style d'Araki, à droite, c'est Tony Vermontes. Donc vraiment, ça va être l'une de ses grandes inspirations. Et une autre signature de Jojo, c'est la musique. La musique, parce qu'il va s'amuser... C'est une BD ? Oui, c'est une BD. Mais c'est une BD qui, du coup, t'as ces personnages qui prennent des Jojo des Jojo poses, donc qui sont dans un sens en train de danser. Et tu vas avoir plein de personnages qui vont, dès la partie 1, même avant dans ses précédents travaux, ils vont avoir des noms de musiciens, de groupes. On va avoir un ennemi qui va s'appeler Metallica ou AC/DC. On va avoir cet antagoniste de la partie 4, Kira Yoshikaye, qui, je vous laisse deviner qui c'est. David Bowie, effectivement. Oui, d'où la pochette de Heroes de David Bowie qu'on a vu quand tu parlais des mouvements qui ont inspiré. C'est ça, David Bowie qui du coup prend une pose qu'il va reprendre dans ses mangas, mais qui va aussi être un personnage qui va reprendre ses traits. Et ainsi de suite. Et donc, il va décider de créer je vais revenir sur la nouvelle technique, sa création qui est les stands. La nouvelle façon de combattre à partir de la partie 3 Stardust Crusaders. Alors les stands, qu'est-ce que c'est ? Tu vas me dire. Bon masque, les stands, mais qu'est-ce que c'est ? Eh ben, excellente question. Les stands, c'est un peu des anges gardiens, on va dire. Ça va être une projection physique de ton esprit combatif. Ça va être des sortes des anges gardiens, des sortes de fantômes que seuls les manieurs de stands peuvent voir. Et les stands, du coup, sont humanoïdes. Et peuvent... T'appelles ça des stands comme un stand dans un festival, c'est ça ? Pas du tout, ça vient du coup de l'anglais to stand, donc rester derrière toi, parce que c'est le principe que le stand apparaît derrière le personnage. Des stands qui vont avoir des noms qui vont être nommés, souvent par des noms de musique. Et souvent ces musiques-là, on va voir que via les paroles ou via ça va représenter un peu le personnage en question. Ou le pouvoir du personnage. Parce que le truc, c'est que les stands ont des capacités. Il va y avoir un stand qui va pouvoir être l'un de mes stands préférés, le stand du personnage de Buccellati, qui s'appelle Sticky Fingers. C'est un stand qui peut créer des fermetures éclairs, en fait, un peu partout. En combat. En combat. Genre, il va te mettre en fait, il va te découper en deux en te tirant une fermeture éclair qui va apparaître de ta tête. Ou alors, il va mettre une fermeture éclair au sol et il va se cacher dans le sol. Ce qui peut apporter pas mal de trucs. Et en fait, c'est ça toute l'idée du stand. Alors, il va expliquer ça au comité éditorial, ils vont le regarder. Enfin, on n'a rien compris, mec. Mais vas-y, t'as l'air sûr de toi. Au pire, ça fonctionne pas, tu dégages. On a plein d'autres personnes à te remplacer. Il va tenter. Alors, il va expliquer un peu ce concept de. Il va tenter ce concept de stand dans cette partie-là, qui va complètement renouveler son manga. Parce que d'un côté, il a vraiment une façon
de représenter les pouvoirs des personnages. En plus, ça peut faire de potentielles figurines, donc c'est intéressant pour le Jump, pour la Shueisha et compagnie. Et du coup, il peut beaucoup plus s'amuser avec ses pouvoirs, parce que les stands, déjà, il peut créer plein de designs différents. Oui, ils sont pas forcément humanoïdes. Ils sont pas humanoïdes. Tu vas avoir des stands, ça va être des voitures. Tu vas avoir un stand, ça va être carrément un bateau, ou ça va être, je sais pas, oui, un flingue, par exemple, tout simplement. Et il va vraiment pouvoir s'amuser à fond, parce que ces personnages-là, il va vraiment pouvoir tester son art du suspense. Et de la mise en scène, il y avait une vraie recherche graphique dans ce qu'on voyait. Ils voulaient casser les pauses, essayer de nouvelles choses. Là, du coup, ils se permettent d'avoir des personnages qui vont être représentés graphiquement. C'est ce qu'on voit. En fait, on a le personnage principal et on a son stand qui est une sorte de génie de la lampe, en fait, qui est derrière et qui peut avoir à peu près n'importe quelle forme. Mais du coup, il est plus conditionné par la physique, et donc graphiquement, le mec peut mettre en scène ce qu'il veut et s'éclater en toute liberté, quoi. C'est ça, et ce qui va l'intéresser aussi, c'est qu'à l'époque, c'est surtout la mode des tournois, que ce soit dans Dragon Ball, dans Senseiya, et lui, il va un peu craquer le système, et d'ailleurs, Araki, durant sa carrière, il va faire que craquer le système. Il va te dire, en fait, ma série, ça va être une sorte de série de tournois, sauf qu'au lieu de toujours affronter des ennemis les plus puissants, ça va être des stands qui vont avoir des pouvoirs très différents, donc dans certaines situations, même le stand, ça va être d'ailleurs l'une des répliques d'un des personnages, même le stand le plus pourri, dans certaines situations, il pourrait vaincre le stand qui paraît le plus puissant. Typiquement, tu as des pouvoirs qui peuvent manipuler le temps. En fait, même si ce mec peut manipuler le temps, dans un certain cas, dans un certain contexte, il peut être capable de niquer le game. Et en fait, là, Araki... Tu veux dire de gagner le combat, évidemment. Évidemment. Et là, Araki, du coup, il va pouvoir s'amuser sur un truc, c'est que c'est un grand fan d'horreur. Et donc, pendant les premières parties les premiers affrontements de Stardust Crusaders, il va s'amuser à adapter des films d'horreur cultes. Style Christine, Freddy, et ainsi de suite. Et c'est un truc qu'il va faire continuellement dans sa partie. Et il va jouer vraiment, il va s'amuser à travailler son art du suspense. Du coup, au-delà de la réinvention de son univers, d'un nouveau style de combat, tout ce genre de choses, cette troisième partie de JoJo's Bizarre Adventures, elle est dans quel univers et est-ce qu'elle est bien, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. On sait que la première était pas terrible, que la deuxième il a poussé les curseurs. La troisième, qu'est-ce qu'elle vaut? Là, ça va être une révolution, et c'est vraiment là. Voilà, je vois des gens qui sont en mode mais c'est masterclass. Et effectivement, c'est considéré comme la plus culte, la meilleure. C'est la première qui est adaptée du coup en série animée. C'est celle qui retient plus les gens. C'est celle qui va être adaptée en jeu vidéo de combat. C'est vraiment, les gens s'en souviennent pourquoi? Parce que bon, déjà il y a l'apparition des stands. Donc déjà c'est assez ludique. C'est des séries d'affrontements. D'abord très basiques. Ça va être comme on peut le voir, juste un stand qui va donner des coups. Et ensuite on va partir sur des combats plus psychologiques. C'est ça qui est intéressant avec JoJo, c'est que on va avoir un personnage qui va arriver dans un lieu et il va sentir qu'il va y avoir une menace, mais il sait pas d'où est la menace. Il va y avoir plein de gens dans la foule et il va se dire ok, le mec qui m'attaque est quelque part. Donc déjà il va devoir trouver cette personne, comprendre quel est son pouvoir, parce que le mec il va pas s'arriver. C'est pas comme dans les shonen classiques où il va arriver, il fait en fait moi je maîtrise le feu. Ah d'accord, en fait j'ai juste à utiliser de l'eau, et puis non, faut d'abord qu'il comprenne ce qui se passe, et donc c'est là que la partie horrifique va arriver. Comme les personnages sont très intelligents, ils vont devoir deviner et essayer d'affronter le mec. Et en fait, l'une des règles de JoJo, c'est que t'as beau avoir un stand puissant, si t'es pas le plus malin, tu crèves. Mais vraiment, très vite, des personnages vont mourir très rapidement. Donc déjà, il y a le concept de stun qui va attirer les lecteurs, mais en plus, c'est une partie qui adapte un peu du coup le voyage autour du monde en 80 jours. Donc il y a ce côté, une course contre la montre. On va voyager dans plein de pays. Araki va s'amuser parce que c'est un truc qu'il adore, c'est expliquer un peu les cultures, plein de petits trucs. Il va enseigner plein de choses, notamment comment négocier un kebab. Le casting aussi va être très attirant. C'est que là, on va avoir deux JoJo. Donc Jotaro Kujo qu'on ne voit pas ici, mais donc qui est le personnage culte de JoJo, le clone de Eastwood avec une casquette très froid, un peu à la cowboy. Et tout le casting autour de lui, on va avoir le retour d'un autre JoJo, mais qui ressemble un peu plus, parce que cette partie va aussi adapter Indiana Jones 3, donc la dernière croisade, et du coup le précédent JoJo va plus représenter le père d'Indiana Jones, joué par Sean Connery. Et tout le casting autour de lui, on va avoir du coup un anglais, un japonais américain, vu que le troisième JoJo, Jotaro, est japonais.
à la demande des éditeurs qui sont en mode bah écoute, là ce serait pas mal quand même que tu intègres un japonais. Mais on va aussi avoir un autre pur japonais. On va avoir un français, Jean-Pierre Polnareff, qui est l'un des meilleurs personnages de la série parce qu'il est français. Polnareff comme le chanteur ? Polnareff comme le chanteur, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, Michel Polnareff, je me trompe de... Ouais, pardon. Michel Polnareff a déclaré être très fan de Jojo. Et un autre personnage qui, lui, sera carrément égyptien. Donc on a vraiment tout un mix de cultures. Ils vont voyager à travers le monde et ça va être très enrichissant pour tout le monde. Cette partie est considérée comme la plus culte, notamment parce qu'il y a les combats les plus intenses, les plus mystérieux. On va notamment avoir un duel de poker. Un duel de poker qui est peut-être l'affrontement, je suis désolé pour Patrick Bruel, mais l'affrontement est dantesque, quoi. C'est magique, alors que pour le camp, il n'y a quasiment aucun coup qui sont donnés, c'est juste une partie de cartes. Donc vraiment il y a ce côté, en plus il s'amuse, il va jouer énormément avec son histoire. Il réinvente des codes de l'affrontement en fait. C'est ça. C'est un affrontement mais c'est plus une bagarre. C'est une réinvention constante. Et du coup, on a vu que les deux parties se testaient avant, que celle-là, il invente vraiment ses stands et que c'est là que la série démarre vraiment. Si on est un noob, si on veut se lancer dans la série, on peut commencer directement par cette phase 3 où il faut s'envoyer les phases 1 et 2 qui sont un peu moins bonnes visiblement. Alors c'est souvent un débat, les gens disent oui, tu peux commencer par la partie 3 et en soi oui tu pourrais, mais je pense oui voilà, on est d'accord, le mieux c'est de commencer directement par la partie 1 et la partie 2. Les deux premières parties sont très courtes. Vraiment la partie 1 c'est 5 tomes, c'est 10 épisodes dans le nouvel animé qui est sorti en 2012. Donc c'est assez rapide à regarder et vraiment c'est important pour le côté émotionnel. Déjà pour avoir le background, parce que comme je t'ai dit, la partie 3 fait revenir le grand méchant de la partie 1. Donc déjà, faut comprendre un peu tout ça. Et pour le coup, moi je l'ai suivi dans l'ordre chronologique. Je connais personne qui a commencé directement par la partie 3 et qui, probablement que tu peux le comprendre, mais bon, tu perds énormément au change. Et comme je le disais, ça coûte pas trop de commencer par cette partie-là. Donc voilà, Stardust, beaucoup de personnes adorent cette série. Et là, du coup, ça devient un dessin animé, alors que ça l'était pas jusqu'à présent. Il y a des adaptations en jeux vidéo, et c'est le succès, déjà, à ce moment-là ? Alors ça arrive... la fortune, tout ça ? Ça arrive un peu plus tard, tout ça. Il a le temps quand même de faire plusieurs parties d'ici là. Parce que l'animé date des années 90, là, milieu des années 90, pareil pour le jeu vidéo. Il a eu le temps de faire déjà 4 parties, quoi. D'accord. Et la partie 4 va être intéressante, c'est que lui, à la base, on lui a proposé de finir sa série sur 3 parties. Mais il se trouve qu'il a énormément d'imagination et il y a plein de stands ennemis qu'il avait imaginés. Et il se dit, allez, je vais peut-être faire une 4e partie, Diamond is Unbreakable, qui va se passer intégralement au Japon. Et là, en fait, il va pouvoir, vu que ça se passe dans la même ville, utiliser toutes ces idées rejetées. Et donc, ça va permettre, c'est une partie qui est énormément appréciée par les lecteurs parce qu'il y a une autre ambiance. Là, c'est vraiment, on est dans une ville remplie de tueurs en série, donc il faut les chasser. Il y a une sorte d'enquête policière. On n'a plus un Jojo ni 2 Jojo, mais on a 3 Jojo qui sont réunis dans la même ville. Donc en plus, on a ce côté conclusion. Mais il va être encore plus inventif pour les combats, rajouter encore plus de mise en scène horrifique. Mais en plus, il va faire évoluer son style. C'est qu'à la base, Jojo, c'est des personnages qui ressemblent beaucoup à Ken le Survivant. C'est des montagnes de muscles d'1m90. Ouais. Jusqu'à la partie 3, où il va commencer un peu plus les affiner. Il va commencer à trouver son style définitif, son propre style. Lui qui copiait jusqu'à présent beaucoup ses maîtres, là, il commence à devenir lui-même un maître. Et à partir de la partie 4... les corps vont devenir un peu plus androgynes. On va partir dans la 2e ère du style d'Araki. On va dire adieu à Schwarzenegger et là on va arriver plus à DiCaprio où les personnages sont beaucoup plus fins. En fait le culte du corps des années 80 avec Schwarzy, adios. Là on essaye plutôt de mettre des mannequins de mode. Et à l'image qu'on peut voir là, c'est les personnages principaux de la partie 5. Ce sont tous des hommes. Alors qu'on pourrait avoir un doute, il y a certains personnages qui sont plutôt habillés et qui ont qui sont androgynes, qui sont vraiment androgynes et qui reprennent
des habits de la mode, que ce soit Gucci, Dior et compagnie. Là, il va vraiment s'amuser. Et ça va troubler et en même temps énormément amuser les lecteurs parce qu'il apporte à nouveau quelque chose de neuf. Et là, en plus, cette partie 5 se passe en Italie. Donc là, c'est pays de la mode. Il peut encore plus justifier cela. Et il va jouer énormément avec les genres, les identités de genre, la sexualité, sans jamais appuyer le fait. Il va jamais dire, ok, tel personnage est homosexuel et tout. Ça, on s'en fout. C'est en gros, à partir de là, il dit clairement au lecteur, en fait, faites ce que vous voulez. Vous vivez votre vie, assumez-vous. On s'en fout, vous vous habillez comme vous voulez, vous avez le droit de prendre des pauses si vous voulez. Vivez quoi. Soyez tranquille. Donc son style va évoluer jusqu'à la partie 7 et 8, donc plus récente dans les années 2000, où là il va garder cet esprit, mais il va se dire, vas-y, je vais essayer, je suis devenu un peu plus maître de moi-même. J'ai été exposé au Louvre. Vas-y, là je peux me lâcher, parce que oui, en 2003 il a été exposé au Louvre, La Consécration, le premier mangaka au monde à être exposé au Louvre, et à faire des expos dans des galeries, que ce soit au Japon ou à Paris. Il va se dire, bah vas-y, là j'y vais à fond, j'essaye de tester mon style d'artiste, et je vais faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Ce que tu disais, il gagne en liberté en fait, et en ayant acquis ce statut de maître au niveau du 4e cycle, il libère les gens, il se libère lui aussi des codes graphiques, il prend plus de liberté. Ouais, c'est ça. En fait, dès qu'il a trouvé à partir de Stardust et Diamond is Unbreakable son style d'histoire, son concept, il a un peu un point en moins, parce que pendant des années, il a enchaîné les échecs, il savait pas exactement comment faire une bonne série. Là, il a son truc, il a ce style JoJo, donc il peut plus s'amuser au niveau des looks des personnages. Il peut vraiment tenter, lui qui était considéré comme un artiste qui dessinait comme un gamin, comme un enfant. Là, il est reconnu comme étant un maître du dessin. Donc c'est une certaine liberté pour lui. Même au niveau des combats, là c'est un combat qu'on peut voir de la partie 1. Alors c'est un combat très classique où les personnages s'affrontent à l'épée. C'est un gaufrier, il y a une page qui est divisée en 4 parties, il y a des cases de combat à l'intérieur, c'est ce qu'on voit en BD traditionnelle. C'est ça, et c'est dynamique, mais à partir des parties suivantes, là c'est un extrait de la partie 7, donc Steel Ball Run, c'est une partie qui commence dans les années 2000. Là, on retrouve son amour du western. Et on va vraiment avoir un découpage à la Sergio Leone, avec beaucoup de silence. Que ce soit au niveau du décor, les personnages ne parlent pas. En fait, on comprend via les onomatopées, leurs regards et tout, la situation, elle est dite, ils vont se mettre sur la gueule. Et il va réussir, rien qu'avec ça, à créer de la tension. Ces deux personnages qui vont se faire face à face avec un cadrage qui vraiment rappelle des plans à la Sergio Leone, des gros plans sur leurs armes, sur leurs regards et compagnie. Ils se font face et page suivante, hop, ils dégainent. Après les 2 pages du milieu où on voit qu'ils se font une dernière fois face, ils se dégainent et pof, affrontement. Alors c'est pas un spoil, rassurez-vous. Là c'est de la pleine page. Ouais, explosif quoi. C'est explosif et des fois ça va être un peu comique, c'est que les personnages vont se prendre parfois 6 balles dans la tête, mais ils sont vivants. Ils sont vivants, c'est qu'il y avait des glaçons dans leur bonnet, donc ils ont réussi à arrêter des balles et tout. Mais l'idée c'est de choquer le lecteur, c'est d'essayer de créer de la tension, tout en donnant une certaine explication. Et le fait qu'ils ont quand même cet esprit combatif, qu'ils ont ce cœur à rétablir la justice, fait qu'on va y croire. Je dois te dire qu'il nous reste 5 minutes. Ok. Et ça tombe bien, j'arrive à la fin. C'est parfait. Quel homme parfait. Donc Araki, aujourd'hui, maintenant, il en est arrivé à faire pas mal de... il continue son manga. Là, en février, on va commencer avec Jojo Lands. Ce que je vous montre à l'écran, là, c'est un livre de théorie. Donc on parlera pas de Rohan, malheureusement on n'aura pas le temps. Mais Rohan, vite fait, c'est un personnage ça va être un spin-off. Et c'est un peu ce qu'il aurait aimé être. C'est un artiste, un mangaka un peu excentrique à la Jojo, qui va lui permettre de faire des histoires d'horreur. Ah, l'auteur va raconter ce qu'il aurait voulu être dans la vraie vie, mais dans l'univers de JoJo's. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui on a pas mal de spin-off, pas mal de jeux vidéo. On a une série animée dans les années en 2012 faite par David Production qui se sont dit on va commencer Jojo depuis le début, et ça a eu énormément de succès. Là vraiment mondialement, Jojo qui en France était vraiment une série de niche. Là elle va attirer pas mal de monde. Va aussi avoir la culture internet qui va créer pas mal de mèmes
qui va en plus ajouter pas mal de lecteurs. Et bref, ça va être l'explosion. Pas mal de gens vont se mettre à se faire des cosplays, par exemple, de Kira. Et donc le mois prochain va commencer Jojo Lands. Alors la question c'est qui est le personnage principal de cette partie-là. Là on a eu une image teaser et on voit juste un lapin en fait pour l'instant. On voit juste un lapin, mais on a eu une autre. Un Jojo lapin. Alors on a des animaux qui ont des stands. C'est ça qui est amusant. Mais là du coup il y a quelques jours on a eu des images de ce qui pourrait être le prochain Jojo. Et on n'en sait pas plus, mais comme tu peux le voir, là, on ne sait pas si c'est un mec ou une nana. On voit une mèche, un œil et une face de 3 quarts. C'est ça, ce qui trouble les gens, c'est que sur les 8 Jojo, on a eu jusqu'à présent qu'une seule femme Jojo, Jolene, c'est l'héroïne de la partie 6. Et la question, c'est est-ce qu'on va avoir enfin une deuxième femme en tant que personnage principal ou non ? Écoutez, moi, le principal, c'est que s'il continue à être aussi créatif... et qu'il a toujours autant d'idées, et bah let's go quoi. Comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on se lance dans Jojo aujourd'hui? Ça existe en français ou faut le lire en japonais? Non, il y a Delcourt Tonkam du coup qui édite les mangas. Il y a aussi du coup une série animée faite par David Production qui peut être visible sur Netflix actuellement je crois et Crunchyroll ou ADN, je ne sais plus. Et bref, c'est très accessible aujourd'hui, tu peux facilement t'y mettre. Et il y a des séries modernes, on n'est pas obligé de se retaper des dessins animés des années 80. Pardon ? C'est des séries modernes, on n'est pas obligé de se taper des dessins animés des années 80. Oui, ça date de 2012, la dernière qui a adapté la partie 6 c'est fini cette année, quoi, fin 2022. Donc oui, c'est vraiment... c'est visible, quoi. Pour conclure... qu'est-ce que toi tu projettes dans ce prochain cycle de JoJo's? Qu'est-ce que ton petit cœur de fan attend de ça? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Sans trop spoiler la partie 8, il y a pas mal de mystères qui restent irrésolus. Mais j'ai l'impression que Araki, lui, il aime parfois laisser ses lecteurs en plan, en mode tu te fais ta propre histoire. C'est aussi ce qui est intéressant chez lui. J'aurais bien aimé qu'il se lance carrément dans de la SF. Il l'a pas encore fait dans Jojo. Ou dans un autre style, il faut dire qu'il a un peu fait les plus grands genres. Il semblerait, via les images et quelques teasings, qu'on pourrait partir sur une sorte de chasse au trésor. Et Jojo Lands, donc ça pourrait être carrément un tour du monde, mais je ne demande qu'à être surpris. Et ce serait la fin de JoJo's? Araki a 62 ans actuellement. Il l'a toujours dit, lui il arrêterait Jojo quand il n'aura plus d'idées. Bon, il a fait 8 parties, là, il s'attaque à une 9ème, donc j'imagine qu'il a encore sous la patate. Et comme on l'a vu, à 62 ans, il les fait pas, on dirait qu'il en a 40. Donc niveau santé, ça devrait le faire. Peut-être même qu'on pourrait espérer une partie 10 en 2030, mais non, oui, probablement que ce sera effectivement la toute dernière partie. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi nos échanges ici en direct au festival Geek Life, en podcast ou sur l'antenne de Radio Alpa. Vous retrouvez toutes les conférences qu'on a pu enregistrer en podcast. Il suffit de taper Geek Life podcast quelque part dans un moteur de recherche et vous y arrivez. C'était super de vous avoir avec nous. Ouais, merci Matt et merci à vous.